Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Trois, deux, un. Salut Florent, Salut Franck. ça va? Ouais, à fond. Super. Donc aujourd'hui, nous allons parler des deux versions d'Odoo qui existent, la version Community et la version Enterprise. On va expliquer les avantages, les inconvénients, l'historique, pourquoi il y a ces deux versions qui cohabitent, qu'est-ce que ça veut dire. On essaie de conclure pour savoir voilà, quels sont les projets qui sont adaptés pour ces typologies de versions d'Odoo. Mais avant de démarrer, cette semaine, j'ai discuté avec un client qui se trouvait en Martinique, qui m'a soumis une problématique concernant notre épisode précédent, c'est-à-dire l'hébergement d'Odoo, puisque lui, il veut absolument auto-héberger, ou en tout cas confier l'hébergement de son système Odoo à un acteur local en Martinique. Alors que bon, moi, tu sais que j'aime beaucoup Odoo SH, pour tous les avantages qu'on a déjà dit dans l'épisode précédent, et je ne maîtrise pas tout le sujet, mais je pensais que ce serait peut-être intéressant de lui dire, voilà, on a Odoo SH qui est le système de prod, mais on met en place un système avec un hébergement local, sur lequel il peut basculer en cas de problème. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, une réversibilité, quoi. C'est quelque chose qui est moins demandé en ce moment, mais c'est vrai qu'on a eu des périodes où on avait des demandes de cet ordre-là. Ça a du sens. Il y a plusieurs cas, hein, parce qu'effectivement, là, le cas, j'imagine qu'il est lié non pas à une défiance particulière sur l'hébergeur ou même à te dire vous êtes en France, on est en Martinique, puisqu'en fait, on pourrait très bien choisir la zone Amérique et il n'aurait pas ce problème-là, mais plus lié à des contraintes purement locales, du genre ça peut nous arriver d'être coupé complètement d'Internet ou des choses comme ça, quoi. Oui. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il est traumatisé, la liaison transatlantique a été cassée, dans le passé et ils se sont retrouvés pendant des semaines sans internet et donc du coup, ils veulent pas revivre ça, quoi, hein. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir des solutions. Dans le passé, on allait même jusqu'à faire des solutions où on te livrait le serveur chez toi. On rematérialisait ton serveur qui était dans le cloud et on te le livrait physiquement chez toi. On fait plus puisqu'on n'a plus trop cette demande, mais ça existe. Enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Ouais. Ça a du sens. OK, donc c'est possible, par exemple, qu'il y ait un script qui backup le serveur, toutes les nuits et si jamais il y a un problème, il y a une procédure qui permet de redémarrer sur le serveur local, ce genre de choses, quoi. Ah ouais, bah c'est totalement envisageable. Il faut le prévoir au début, mais c'est effectivement, ça fait partie des fameux cas dont on parlait un peu la dernière fois, les exceptions ou les petites choses qui sont rigolotes à mettre en place et qui font que tu as un minimum d'ingénierie à déployer, mais totalement faisable, ouais. Et c'est même conseillé. Ah, c'est le fameux PRA. Ouais, il faut y penser, ça peut t'arriver. Que se passe-t-il si ma liaison internet est coupée? Comment je fonctionne? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je peux continuer à tourner? Est-ce que j'ai besoin d'un plan? Alors on va dire plutôt là c'est un PCA, un plan de continuité d'activité. Son activité, elle n'a pas été détruite, mais comment il fait pour la continuer, pour ne pas l'impacter trop? Eh ben, la réponse, ça peut être je restaure un backup en local, ça peut être j'ai prévu les machines et en fait j'ai plus qu'à restaurer le backup, j'ai une autre salle blanche que j'active. Enfin voilà, il y a tout un tas de solutions qui ont du sens dans le cadre d'une réflexion comme celle-là. OK, super, bah, écoute, voilà, bah, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire pour lui. En attendant, on va reprendre, l'objet de notre, sujet du jour, donc de parler de la version Community et de la version Enterprise. On va essayer de pas les mettre l'une contre l'autre, hein, c'est, 2 univers qui se complètent et avant, de discuter des avantages de l'un, des inconvénients et cetera, l'idée serait peut-être de faire un retour, en fait, sur, comment, Odoo est né et pourquoi est-ce qu'il y a une version Community. Alors déjà, Community, ça veut dire qu'on est sur une version qui appartient, à personne, en fait. Ouais, c'est un peu simplificateur, hein, disons, une version, avec une licence libre. En février 2005, première publication, projet TinyURP. Donc là, il y a Fabien Pinkers, qui est le fondateur, là, qui dit: «Bon, j'ai pas de développeur, j'ai des idées, je vais proposer un projet, sur une plateforme qui s'appelle GitHub, sur lequel, je vais essayer, d'engager une communauté de développeurs pour, développer une solution et concurrencer SAP».
TinyURP, donc c'est le premier nom que Odoo a porté. Et donc, en fait, si Fabien Pinkers a choisi cette solution, c'est que il n'avait pas les moyens, en fait, de développer tout seul la solution. Il n'avait pas non plus les moyens financiers d'engager des centaines de développeurs pour développer la solution. Donc, Odoo, c'est une solution open source. Open source, ça veut dire que tout le monde, ou suivant certaines licences, a le droit de mettre les mains dans le code et faire un petit peu ce qu'il veut. De contribuer, de modifier et de republier, ouais. Et aussi pour ses propres besoins. Même encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, on le verra que 80% du code Odoo reste de la version community, en fait. Hein, donc, on parle d'un logiciel qui est open core. Le moteur, en fait, du logiciel est open source, accessible à tout le monde. N'importe qui se connecte sur GitHub et qui tape Odoo voit tout de suite les lignes de code et peut les copier sur son ordinateur, peut forker, c'est-à-dire faire une copie d'Odoo pour en faire ce qu'il veut. En tout cas, voilà, donc la version de Odoo avec le nom TinyURP est née en version full open source. Ça a marché, hein, les développeurs ont répondu à l'appel, ont été séduits par le modèle qui était proposé. Et donc, on est passé en version 2, en version 3, en version 4. Et donc là, petit virage, on s'appelle OpenERP. Donc là, on est en 2008 ou 2007. Le nom change parce que la solution prend de l'ampleur. Du coup, on met l'accent sur l'open source. Ouais, et puis tiny, ça faisait un petit peu, c'est le mot anglais, ça faisait un peu petit, quoi. Et à ce moment-là, ça a commencé à devenir un vrai ERP, même si aujourd'hui, évidemment, hein, avec le recul, on se dit, on était loin de ce qu'on est aujourd'hui, mais c'était déjà un vrai ERP, c'était plus juste un petit jeu. Tiny ERP, le nom reflétait un peu le côté, j'y crois pas, on essaye. Et là, je pense qu'au moment où il met OpenERP, il essaye de dire, voilà, maintenant, on est l'ERP de référence dans l'open source. Premier client web, donc tu as parlé du client GTK. Donc GTK, c'est un client lourd, quoi. Il fallait installer une application sur son PC, hein, c'est ça. Ouais, et puis c'est surtout le GNOME Toolkit. Donc c'est aussi très lié à Linux et c'est une UI qui est quand même pas très facilement adaptable à Windows. Tu peux l'adapter, mais c'est pas natif. Quand tu es sous Windows ou sous Mac, tu as quand même une impression d'un vieux truc très moche parce que surtout ils n'avaient pas fait beaucoup d'efforts autour. Et puis de toute façon, comme tu le dis, ça reste quand même un client lourd que tu installes et à cette époque-là, on était déjà tous habitués à plus un virage vers le web. Je pense qu'il a fait le virage au bon moment parce que, 2010, moi, c'était l'époque où j'essayais de vendre du SAP mode cloud et c'était dur. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je reviens dessus. J'étais core contributeur sur un projet web en Python qui s'appelait TurboGears. Donc effectivement, pour moi, le web était une évidence absolue. Il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient en web. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle très bien quand on a fait les premiers clients à qui on disait on a une version web. Les gars, ils nous regardaient, ils disaient, mais jamais j'utiliserai une version web pour faire le RP, c'est impossible, ça va pas assez vite. Moi, j'ai besoin d'un truc qui se fait entièrement au clavier. Je fais tabulation, ça prend un quart de milliseconde. Votre truc web, là, quand il va falloir cliquer, ça va prendre trop de temps. Bon, il y avait du vrai parce que les connexions internet n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui. Et puis, la technologie web a énormément évolué. D'ailleurs, c'est ça, je m'en rends compte là, c'est incroyable. Ah oui, c'était entendable à l'époque puisque la grosse différence, c'est la révolution du JavaScript et finalement du client, qui est dans le navigateur, quoi. Ok, bon, ça sera peut-être un autre sujet, hein, de parler de tout ça. En tout cas, on est toujours en version full open source, donc il n'y a pas de coût de licence. On arrive en version 8 en 2014, où là, ça change de nom et ça devient Odoo. Là, je suis sur la page Wikipédia, parce que je ne connais pas toutes les infos par cœur. Ils disent pas si c'est à ce moment-là que ça a basculé, mais moi je crois que si. Il me semble que c'est là où, en 2014, il y a les premières tendances qui sont apparues. Alors je sais plus. Je sais que la version 8, c'était une version, pour nous qui était extrêmement importante parce que, c'était une refonte complète de l'ORM. Ah non, ça y est, je l'ai, c'est 2015. Ouais, non mais tu vois, la version 8, c'était la refonte de l'ORM et c'était une énorme révolution. L'ORM était complètement changé et c'était le début de la vision moderne, qu'on a de Odoo. Et version 7, c'était encore du très legacy et 8, c'était vraiment une révolution pour nous. Voilà. Donc la 9, première édition Community sous licence LGPL V3 et Enterprise sous licence propriétaire. Ouais, en fait, ils ont fait leur changement. Avant, ils étaient en AGPLv3 et la AGPLv3, tu dois absolument tout republier de tout ce que tu fais et tu ne peux pas faire de propriétaire par-dessus. Et effectivement, à ce moment-là, ils sont passés en LGPLv3 et la LGPLv3, c'est totalement open source, tout le monde a le droit de prendre le code source et d'en faire ce qu'il veut, mais justement d'en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire y compris de le repackager dans une application totalement propriétaire dont on ne distribuerait pas les sources. Ce qui permet du coup de faire par-dessus une version Enterprise, mais ce qui permet aussi à n'importe qui d'autre éventuellement de se baser sur le moteur OpenERP et de le réutiliser dans sa propre solution qu'il veut.
comme il veut. Voilà, d'ailleurs, c'est encore quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire que l'intérêt potentiel de la community, c'est que ça peut être utilisé comme moteur pour fabriquer une autre application. Ouais, une verticalisation que tu aurais envie de faire, par exemple. Mais par contre, ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu ce virage en novembre 2015. Il faut expliquer que Fabien Pinkers, en fait, il était en faillite avec cette société, presque depuis, le début. C'est-à-dire que pendant 7 ans, pour l'anecdote, il faut savoir qu'une de ses sources de revenus, c'était de vendre des t-shirts Linux avec le pingouin sur les salons. Donc il était vraiment mort de faim et il croyait énormément dans son produit et en fait, le problème, c'est qu'il était intégrateur seulement d'une solution open source, ce qui veut dire que absolument aucun investisseur, était intéressé pour, mettre des billes dans son business, de façon à pouvoir le faire évoluer. Parce que l'avantage de la community et l'avantage d'avoir une communauté, c'est qu'il y a aucun développement qui est payé par personne. Cependant, on peut difficilement imposer des lignes directrices et il y a certains développements qui peuvent rester en souffrance pendant très longtemps si, personne, ne souhaite s'investir, quoi. Ouais, alors je t'interromps. Dans l'open source, le développement n'est pas payé par personne, il est payé par le end user. C'est-à-dire que effectivement, le client final, lui, il payait pour son développement. Mais ça ne fait pas, comme tu disais, une ligne directrice d'éditeur, puisque tu subis quelque part ton client. Tu prends un client, il te dit je veux ça, donc tu lui fais ça. Mais du coup, le client d'après, lui, il veut ci et tu fais ci. Et c'est pas toujours adaptable ou c'est pas toujours générique parce que t'as pas le temps. Enfin, tu es dans la problématique de l'intégrateur, quoi. Comment je fais pour tirer quelque chose que je vais réutiliser alors qu'en fait, mon client, il faut quand même que je lui fasse quelque chose qui est à sa mesure et qui est pour lui, quoi. En tout cas, à ce moment-là, il y avait besoin d'investir sur des périmètres fonctionnels Odoo qui n'étaient pas finis, qui fonctionnaient mal, comme la comptabilité, qui était quand même très légère, hein, encore en version 8 et 9. Et avec ce virage Odoo, donc, il a pu faire appel à des capital investisseurs, dont Xavier Niel, qui a fait partie de l'aventure à un moment donné. Et là, en fait, on peut dire que quand même Odoo a pris son envol, parce qu'il y a eu des forces d'investissement avec des équipes de dev internes Odoo, et il y a un modèle économique qui s'est mis en place avec des réinvestissements qui permettent aujourd'hui, de disposer, d'une version où, on a 4000 développeurs, professionnels internes à Odoo qui s'occupent de faire, la maintenance et l'évolution du logiciel, en continu, quoi. Ouais, c'est monter d'un cran. Bah, effectivement, avec des investissements, ça lui a permis de monter d'un cran et d'avoir le niveau de qualité qu'il avait besoin d'avoir. Parce que, faut être honnête, au début, c'était un très beau POC, une très belle preuve de concept, mais c'était quand même très léger, comme tu le dis, sur plein de champs fonctionnels. Et puis, il y avait quand même plein d'endroits où c'était limite. Il fallait quand même réécrire beaucoup de morceaux pour le faire fonctionner, même au niveau technique. C'était une très belle preuve de concept, mais il fallait cette étape-là pour monter au niveau du dessus. Mais malheureusement, c'est la vie réelle, c'est que ça coûte énormément d'argent d'écrire un vrai logiciel complexe, complet, sans bug et qui couvre un périmètre fonctionnel large. Ça coûte très très cher et c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul dans son garage. Clairement pas. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Voilà, bah, et alors bon, Fabien Pinkers s'est un peu fâché avec sa communauté, hein, parce que, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, hein, que, quelque chose de, hyper open source, commence à devenir, propriétaire. Mais, je te rejoins sur le fait que c'était un investissement nécessaire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou si c'était déjà avant, que, l'OCA a été créé. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est, la Odoo Community, Association ou association, je sais même pas si c'est de l'anglais. En tout cas, on a Odoo avec, la société Odoo SA qui se trouve en Belgique, qui elle, voilà, vend des licences, développe le logiciel et aussi contribue énormément à l'open source. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est-à-dire que, Odoo SA ne s'occupe pas, de faire uniquement, du développement sur les modules enterprise. Il contribue, énormément, à l'open core et même à des modules comme le site web qui reste complètement open source. Pour modérer un peu ce que tu disais, moi je faisais partie des gens qui ont eu un peu du mal au début à comprendre, hein, parce que je suis quand même quelqu'un qui vient de l'open source et qui apprécie énormément. Et d'ailleurs, j'ai choisi Odoo au début parce que c'était open source. Parce que moi, clairement, j'avais subi des ERP propriétaires et j'en pouvais plus de ne pas pouvoir corriger les bugs. Et c'était le côté open source qui m'a attiré dans Odoo. Mais j'ai eu peur en fait. Au début, il m'a fait peur. J'ai vraiment eu peur qu'ils partent dans un modèle justement full propriétaire ou full open core. Et en fait, je modère un peu cet aspect que tu as dit au début, c'est un open core.
Oui et non. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un open core, mais jusqu'à présent, il joue le jeu de ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est-à-dire que quand il ajoute des nouvelles fonctionnalités, elles sont propriétaires et puis au bout d'un an ou de 2 ans, il les remet en communautaire. Donc le cœur open s'élargit au fur et à mesure et c'est les nouveautés, en fait, qui sont, toujours, finalement, propriétaires, mais qui finissent par être, releasées. Alors on verra bien jusqu'à quel point, hein. Il est possible qu'il y ait certains éléments qui soient pas releasés, mais par exemple, tu vois tout ce qui est, tableau Excel, l'intégralité du, Odoo Spreadsheet. Il a peut-être utilisé aussi des briques existantes, qui l'obligeaient, hein, c'est Je crois qu'il a beaucoup réécrit, hein, c'est beaucoup écrit eux-mêmes, justement quelque chose, mais il fait le choix conscient de le mettre entièrement en open source. Après, ce qui est pas open source, par exemple, c'est les intégrations directes. C'est-à-dire les petites intégrations fines que tu as dans ton CRM ou autre, ça, c'est à toi de l'écrire. Mais tu as quand même tout le cœur, il est là et c'est un projet séparé que tu peux même réutiliser dans autre chose que dans Odoo, quoi. Donc oui, je te rejoins là-dessus, il contribue à l'open source de ce point de vue-là et je pense que Fabien, il y croit vraiment, hein, et qu'il aime l'open source et que s'il a fait ce changement, c'est pour des raisons réelles qui sont importantes et qui sont souvent négligées dans la communauté open source. C'est comment on fait pour manger, comment on fait pour remplir l'assiette à la fin du mois. Et Fabien, lui, il l'a vécu, comme tu dis, il a eu faim. Et on le vit tous. Je veux dire, moi aussi, j'adore l'open source et si je pouvais, je ferais que ça. Mais dans la réalité, c'est que mes projets open source, et j'en ai beaucoup et que je maintiens, c'est pas eux qui me font vivre. Aucun de mes projets open source ne me fait vivre. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc l'open source, il faut aussi bien voir ce que ça implique. L'open source, ça implique beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Il faut que tu aies du temps pour ça. Mais la réalité, c'est que ça te fait pas manger. Et donc, c'est un peu, quelque part, on pourrait même dire, l'open source, c'est une histoire de privilégiés, quoi. C'est-à-dire, si tu as la chance de pouvoir faire de l'open source, c'est que tu as déjà la chance de pouvoir bien manger et que donc tu as du temps en plus à consacrer à autre chose. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi. Fabien, il était pragmatique. Il croyait énormément en son projet et à un moment donné, il a dit: «Voilà, il faut mettre, des moyens, à tel endroit» et donc la seule façon, c'était de faire comme ça. Je pense que c'était un crève-cœur, hein, de faire ça, mais en tout cas, le résultat, c'est que bon, bah, aujourd'hui, on a une solution, qui, fonctionne, vraiment plutôt bien, sur tous les aspects. Bah, c'est ça. On va pas se plaindre. D'un côté, ça aurait disparu, de l'autre côté, bah, ça existe encore, c'est encore open core, ça fournit quand même encore beaucoup de choses dans la communauté et en même temps, ça existe, c'est là, ça fonctionne et ça évolue et ça grandit donc Oui, 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 bah, je suis, tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, on est en 2024, on est en V18, on a une version Enterprise, et une version, Community, hein, donc maintenant ça change pas. Alors la question, qu'on peut se poser, c'est, alors c'est marrant parce que c'est normalement moi qui devrais défendre ça, tu vois? Mais pourquoi, choisir une version Enterprise alors qu'il y a une version qui est gratuite, tu vois? Et c'est rigolo de te poser la question à toi. bah, ouais, mais j'aime bien ce genre de questions. Parce qu'en fait, c'est des questions qui, sont simples à répondre d'un certain point de vue. Je dis toujours: «Attention, l'open source, c'est pas gratuit» et d'ailleurs, tu vois, c'est le laïus que je viens de faire. C'est que, attention, open source, ça veut pas dire gratuit. Ça veut juste dire que le mode de financement reste à trouver quelque part et qu'il va falloir le trouver. Et il faut pas croire une seule seconde que si tu prends une solution open source, c'est gratuit. Non, c'est juste que tu payes pas tout de suite, mais il faudra payer quelque part. On en a déjà parlé, hein, épisode 1, si je me souviens bien, il y avait la migration et finalement, il faut bien regarder qu'est-ce que je paye, comment, quand et c'est quoi l'engagement que j'y mets. Et la réalité, c'est que si je mets mon business dans un outil et que cet outil devient le cœur de ma chaîne de production, quelle que soit la production dont on parle, j'ai envie que cet outil il évolue, j'ai envie que cet outil soit sécurisé, j'ai envie que cet outil, il continue à fonctionner avec les prochains navigateurs au fur et à mesure qu'ils vont sortir, hein, parce qu'on sait très bien, il y a une version, régulièrement, il y a une nouvelle version, une mise à jour de Firefox, de Chrome, de Edge, de tout ce que tu veux et toi, tu as pas envie de rester derrière, tu as pas envie que tes clients, ils n'arrivent plus à signer tes devis ou je ne sais quoi. Donc la problématique, elle se pose pas juste à un instant T. J'acquiers un outil, c'est pas un marteau, quoi. Tu vois, c'est un marteau, je l'achète, je le mets dans la caisse à outils et dans 10 ans, je ressors le même marteau et globalement, bon, bah, c'est un marteau, quoi. Alors que mon ERP, non. Mon ERP, c'est une chose vivante, complexe, paramétrable, que j'utilise au jour le jour et qui est au cœur de tout ce que je fais. Il y a un truc que tu avais dit, où je vais le simplifier et reformuler. Quand tu choisis l'open source, c'est toi l'éditeur. Donc c'est-à-dire que tu dis voilà, bah, choisis l'open source, bah, ça veut dire qu'il va falloir que, tu maintiennes, quoi. Dès qu'il va y avoir quelque chose, bah, il va falloir que tu te prennes en charge, tout seul, quoi, hein, donc après tu peux faire appel à un intégrateur comme nous, mais Pour moi, ça a du sens de dire je choisis l'open source si je veux être éditeur. Si en fait je veux faire un projet où je veux utiliser Odoo, mais très light finalement, c'est pas tant les fonctionnalités métiers qui m'intéressent de Odoo, c'est le cœur, c'est le fait que j'ai des users, que j'ai des droits, que j'ai des interfaces graphiques faciles à faire, que j'ai la possibilité de faire un workflow, d'envoyer des mails. Et en fait, ça, je l'utilise. Et après, c'est moi qui deviens éditeur d'un métier. J'ai un métier à faire, ce métier, il n'existe pas. Ok, là, tu prends l'open source, que tu n'as pas de raison de faire autrement. Par contre, si à l'inverse, tu dis, bah non, moi, je veux faire de la compta et du CRM, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment tu as envie de devenir éditeur d'un logiciel de compta ou de.
Moi, j'ai fait, hein, j'ai été éditeur depuis, tu vois, t'en parlais, c'était marrant parce que tu disais, la compta, en version 8, c'était pas encore ça. Moi, je fais de la compta dans Odoo depuis 2007. Et effectivement, 2007-2008 jusqu'à même 2010-2012, la compta, il y avait des milliers de lignes de code pour faire de la vraie compta. Et on en parlait dans le dernier épisode, on se disait quand même, maintenant, dans la version Enterprise, bon, la compta, ça just work, quoi. Tu te poses plus vraiment la question. Donc ça a beaucoup changé. C'est vrai. Moi, de mon côté, on avait plutôt tendance à orienter, les gens vers des logiciels du marché type, Sage, Cegid, et compagnie. Maintenant, Odoo, fonctionne très, très bien. Ça, c'est vrai que, c'est un très bon point. Je voulais revenir sur, quelque chose que tu as dit qui m'intéresse. C'est, en fait, le développement dans Odoo en version communautaire. Là, il y a un avantage, c'est que, comme tu l'as dit et pour avoir un petit peu trempé dedans, rapidement, même si je suis pas développeur, très facilement, on a un environnement où on va pouvoir créer des formulaires, des vues lisses, des vues grammes, des vues, toutes sortes de vues avec, peu de lignes de code même finalement. Quand on dit que c'est du Python, en réalité, on fait pas vraiment du Python, on fait du Odoo. Ouais. Tu fais du Odoo, ouais, clairement. En fait, le développement, c'est du studio on stéroïdes. C'est-à-dire que je pense qu'on en parlera dans le prochain épisode, hein, c'est pas encore là, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu découvres Studio, il y a un effet wow, tu dis waouh, je peux faire des trucs par moi-même et je vais pouvoir même écrire mon appli. Mais en fait, quand tu regardes bien, le développement, c'est juste un petit peu plus compliqué que Studio, pas beaucoup plus, mais tu as la liberté absolue et c'est toi qui es aux commandes. Et avec toute la facilité de j'écris pas à zéro parce que j'ai déjà un framework complet. J'ai déjà toute l'UX qui est présente, j'ai déjà la gestion des utilisateurs, la gestion des groupes, les mails, le mail thread. Tu as des briques complètes que tu assembles, quoi. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Oui, voilà, donc ça, c'est sûr que, en effet, si jamais demain, on a envie de faire, une application spécifique, le choix d'Odoo en version communautaire peut être un bon choix, si jamais, on a un métier qui, a besoin, voilà, de gérer des données et cetera dans tous les sens. Au lieu de repartir d'une feuille blanche ou, d'un framework, type, Symfony ou que sais-je, bon là, en fait, oui, c'est ça, c'est authentification, interface graphique, tout est présent, quoi. Bah, tu gagnes un temps, gestion de la sécurité, partage, upload des données, la vue liste, les vues formulaires, les vues calendrier, tu vois? Tu as tout un tas d'éléments où tu as aucune question à te poser. Tout est déjà là. Et en plus, tu peux même avoir un format un peu hybride, genre tu veux faire ton appli à toi, vraiment, hyper spécifique, mais tu veux garder quand même, la sécurité du cœur et donc en fait, tu peux faire évoluer ton spécifique avec Odoo de version en version, relativement facilement, quoi. Ouais, tout à fait, tu peux. Et tu peux même faire des UI, UX, complètement différentes, hein, tu as des exemples avec les point of sale ou les choses comme ça, où tu peux parfaitement écrire un contrôleur web, et avoir une interface web qui a absolument rien à voir avec l'expérience que tu connais dans Odoo et qui pourtant s'appuie sur Odoo. C'est faisable aussi. Même avoir du no-code qui tape dans Odoo, tu vois, pour avoir une UI, sympa. Pour l'instant, Fabien, si tu nous écoutes, va falloir faire un petit effort sur le portail. Bon, on va pas conclure maintenant sur la community, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que déjà, si on a envie de faire du dev spécifique, de reprendre un métier, etc., on a un environnement dev génial qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Moi, je vois d'autres cas d'usage aussi, c'est la volumétrie des utilisateurs. Parce qu'à un moment donné, il y a un modèle économique qui peut ressortir. Si jamais tu es en enterprise, que tu veux faire du CRM et que tu as 1000 users, ce qui correspond à un autre plus gros client, tu lâches un budget conséquent. Mais si jamais tu dois adresser 10 000 users, là, la question de réécrire le CRM en community peut se poser. Peut se poser dans certains cas. Après, il faut aussi voir le prix que ça te coûte chez les autres éditeurs, parce que c'est souvent comme ça qu'on raisonne, hein. Si je le prenais chez Salesforce, combien ça coûterait, tu vois? Je suis pas sûr que tu es beaucoup moins cher chez Salesforce non plus. Mais oui, oui, dans certains cas, tu peux te dire: «OK, je vais faire un effort de développement parce que je vais avoir beaucoup de fonctionnalités aussi et que finalement, comme j'ai des dizaines de milliers d'utilisateurs, peut me permettre peut-être d'être éditeur de ma propre solution dans certains cas». Ça se défend, hein, on le fait pour certains clients. Est-ce qu'on a un autre cas où la community j'en vois un autre, moi. Bah, c'est la souveraineté, c'est-à-dire que nous, quand on travaille dans le secteur public, ça correspond à des politiques où les gens ils disent voilà, nous, on veut pas de propriétaire, on veut pas de coût de licence, on veut pas être tributaire d'un éditeur. Ouais, c'est la souveraineté complète, effectivement.
Parce qu'en termes d'hébergement, tu peux t'auto-héberger même sur une version Enterprise, mais effectivement, on a ça, les acteurs du public qui nous disent: «Nous, on veut de l'open source». Mais t'en penses quoi? C'est bien? C'est pas bien? Bah, c'est bien, tu connais mon point de vue. Moi, j'aime bien l'open source si tu es prêt à financer. La question reste toujours la même, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Choisir l'open source, c'est choisir d'être éditeur. Si tu assumes correctement ce choix et que tu en comprends les conséquences, c'est-à-dire, puisque je suis éditeur, je fais un investissement initial et il faudra que je paye un coût de maintenance régulier qui est à ma charge, puisque c'est pas la communauté qui fait quoi que ce soit, c'est mon logiciel, alors bien sûr, ça se défend. Et comme on le disait au début, ça se défend d'autant plus que là, tu as quand même un framework qui, lui, est maintenu par la communauté et par Odoo, hein, soyons clairs, et t'en payes finalement rien du tout. Tu peux même l'avoir entièrement gratuit et ça te donne un avantage gigantesque par rapport à te dire je vais utiliser je ne sais quel framework, JavaScript ou PHP. On part pas d'une feuille blanche, donc c'est mieux, bien sûr. En gros, dans la plupart des cas, la version Enterprise coûte moins cher. Bah, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que, OK, mais est-ce que ces coûts, si tu veux, même d'un point de vue, financier, quand tu regardes bien, OK, c'est des coûts de licence, OK, c'est cher, upfront, tu te dis: «Waouh, waouh, ça va me coûter, je ne sais combien de licences». Mais par contre, il faut bien comprendre qu'une fois que tu as payé ça, il y a rien d'autre, il y a pas d'autres coûts, cachés. Alors que te lancer dans un développement, tu sais où ça commence, mais tu sais pas forcément où ça termine. OK, tu vas prendre un développeur, puis tu en auras besoin de 2, puis finalement, 3, puis après, ah bah tiens, il faut faire les migrations, et puis ah bah du coup, il faudrait quand même que j'ai des gars pour le legacy, et ça peut très vite grossir. Tu peux très vite te retrouver avec une DSI où tu as 4, 5, 6 personnes dédiées à faire ça, plus 2, 3 prestats. Alors que finalement, le choix de la solution Enterprise, OK, tu as un prix, bien sûr, tu le payes, bien sûr, c'est chaque année, bien sûr, c'est pas donné, mais au moins tu le connais, il est prévisible. Et la structure de coût est pas tout à fait la même. Et d'un point de vue financier, pour une entreprise, l'investisseur, il voit pas les choses de la même façon. Quand tu lui dis, je vais embaucher 4 personnes à temps plein pour faire du Python, le gars, tout de suite, il dit, oula, la masse salariale, là, elle augmente, hein. Oui, ben ça, bon, ça, c'est des entreprises déjà d'une taille assez conséquente hein, qui se posent ce type de questions. Mais bon, le coût, ok. Bon, c'est 37,40 € le taux le plus plein possible de la licence par mois pour un utilisateur. Ça reste quand même pas cher parce que quand tu regardes les autres éditeurs, ça va vite sur des 70 € par utilisateur, 100 € par utilisateur. Tu vois. Donc, le pari d'Odoo, c'était de faire du volume. Pari gagné, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on est à 12 millions d'utilisateurs aujourd'hui, hein, Odoo. Odoo, ça va faire 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois, l'année prochaine. Donc bon, ça marche. Et 37,40 € par mois par utilisateur. Bon, après, voilà, si on passe à l'année, c'est moins cher. Bref, il y a tout un de mécanismes marketing qui sont habituels, on va dire. En tout cas, c'est pas si cher. Et par rapport à l'open source, ça se réfléchit presque pas, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, entre maintenir soi-même ou par un intégrateur une version community et puis à payer une dizaine, une centaine d'utilisateurs et avoir toute la maintenance comprise, les montants version, etc. Ça, je pense qu'économiquement, il n'y a pas photo. Après, on a beaucoup parlé d'argent, mais il y a aussi quand même l'aspect fonctionnel où du coup, bon, bah, en fait, on est un peu dans la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% du code Enterprise propose 80% des solutions les super user-friendly qu'on va trouver dans Odoo. Ouais, tout à fait. Mais c'est juste que tes users, ils aiment bien ça aussi. En vrai, l'utilisateur, lui, il a besoin des petits trucs, enfin, La compta, on en parlait, ça reste encore un truc Enterprise qui a nécessairement besoin d'être solidifié par l'éditeur pour être conforme avec les différentes localisations, les pays, etc. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est disponible en community. ouais, tout à fait. Nous, on le faisait pour les clients et on le fait encore d'ailleurs. Je conçois parfaitement que c'est pas forcément faisable pour tout le monde ou pour toute personne qui démarrerait, clairement. Ça a un coût aussi de le faire, hein, bien sûr. Mais ouais, le coût, tu vois, je reprends ton calcul, 37 € par mois, x 12, x 100, même là, tu arrives à 45 000 € par an. Alors, tu vas me dire, oui, c'est beaucoup, 45 000 € par an. Oui, mais d'accord, mais tu as quand même 100 users dans ton système. Donc, si tu as 100 users dans ton ERP, c'est que tu fais quelque chose avec. Tu vois, c'est pas non plus comme si tu étais une toute petite boîte. Et là, en plus, on parle d'un tarif non négocié où tu n'as même pas commencé à parler de quoi que ce soit. Comme tu disais, si en plus tu dis, bah, je m'engage sur 3 ans et puis comme je prends 100 utilisateurs, mais que j'en reprendrai 50 l'année prochaine, bah, faites-moi une ristourne. C'est aussi ça qu'il faut voir. C'est qu'en fait, jamais de la vie, tu vas payer 44 000 €. En vrai, tu vas toujours trouver moyen de payer moins cher. Comme on le disait la dernière fois, le point, il est là. C'est que quand tu m'appelles pour une version community, le plus petit projet que je commence à faire, c'est 100 jours. Bon, bah, 100 jours, tu vois, un TJM de 800 € par jour, bah, t'es déjà à 2 fois le prix que je viens de t'annoncer, quoi. Après, il y a une variante encore, tu vois, c'est les modules sur étagère qui sont dans l'App Store, tu vois, qui permettraient de résoudre ça. Mais là, on est un peu à la merci des éditeurs qui ont créé les modules, quoi.
Ce dont on parlait dans le premier épisode avec notamment les migrations. Tu as acheté un module, c'est très bien, tu lui fais confiance, il est utilisable et le jour J, quand toi tu dois monter de version, ah bah non, l'éditeur il est plus là ou ah bah non, il n'a pas décidé de porter son module, ben voilà, tu peux pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes la fonctionnalité ou est-ce que finalement tu attends et que tu montes pas de version? Et alors, dernière chose dans l'Enterprise qui existe dans la version Enterprise et pas dans la version Community et qui va être le sujet de notre prochain podcast, c'est Odoo Studio. Ouais. Et ça, c'est un vrai avantage aussi de la version Enterprise, puisque finalement, moi, si je devais résumer Studio avant l'heure, hein, puisqu'on en parlera la prochaine fois, mais pour moi, Studio, je le vois comme le moyen de faire du développement sans faire de développement, donc du no-code. C'est comme du dev, mais juste un petit peu plus simplifié, mais par contre, ça va tellement plus vite. Et ça, c'est un vrai avantage de l'Enterprise. Et c'est maintenu par Odoo, c'est-à-dire que les montées en version sont comprises. On va en parler. Pour conclure, moi, je dirais, si jamais on veut faire le choix d'Odoo, a priori, on va s'orienter vers la version Enterprise du moment que on est en dessous des 1000 users et du moment que on n'a pas des contraintes de politique interne qui nous forcent à éviter toute prise de licence. Et après, la version Community. Donc, en effet, ce que tu disais, pour ceux qui veulent verticaliser un métier, lancer une start-up qui voudrait lancer un nouveau produit avec une appli et au moins faire une première étape rapide et relativement économique, Odoo, ça peut être une bonne solution qui peut même les accompagner dans le futur. Et après, pour ceux qui ont vraiment un nombre important d'utilisateurs, oui, la version Community commencera à avoir tout son sens. Ouais, c'est clair, c'est à peu près ça. On est d'accord. Si on est d'accord, ça veut dire qu'on peut se quitter là-dessus. Je pensais qu'il allait y avoir du fight. En fait, on n'a pas fighté du tout. Hein. Ah non, mais il n'y a jamais de fight. Il y a une discussion entre adultes civilisés. C'est pas pareil. Super. Écoute, Florent, merci. Donc, prochain épisode, on va discuter de Studio. On va voir les avantages, les inconvénients parce que voilà, chaque fois c'est pareil. Il y a toujours les avantages et les inconvénients de chaque solution. Et en attendant, bonne journée. Puis là, à plus. Et au prochain épisode. Salut! Salut, Florent. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.